Cette semaine, je vous propose d'écouter une rediffusion de la conversation que j'ai eue avec Julien Vidal il y a quelques mois. En discutant avec mon amie Marie, elle m'a dit que cet épisode l'avait beaucoup inspirée et qu'il lui avait fait beaucoup de bien. En ces temps si compliqués et cette période parfois difficile, j'avais envie de vous proposer cet échange. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter Basilic toutes les semaines, tous les jours et tous les mois. Et peut-être que certains et certaines parmi vous ont loupé cet épisode. Alors je vous invite à l'écouter et j'espère qu'il vous plaira. Belle écoute. Bonjour et bienvenue. Je suis Jeanne et vous écoutez Basilic, le podcast indépendant consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Depuis 2017, je donne la parole à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Dans ce podcast, on parle d'écologie bien sûr, d'activisme, d'entrepreneuriat, de bénévolat. Mais avant tout, on écoute. On écoute les invités nous raconter leur parcours, leurs projets et surtout leurs rêves. Je vous donne rendez-vous ici, tous les jeudis, pour faire le plein d'optimisme. Cette semaine, je reçois Julien Vidal. Julien est à l'initiative du mouvement Ça commence par moi. Il est également l'auteur de plusieurs ouvrages et l'hôte du podcast 2030 Glorieuse. Dans cet épisode, nous parlons du futur. Julien nous partage ses réflexions quant au monde de demain. À quoi ressembleront le système éducatif, l'habitat ou encore l'économie et la politique en 2030 ? Julien est un visionnaire, mais il est aussi réaliste. Il est convaincant et son énergie est communicative. Vous allez le découvrir très vite, mais il a réussi à changer ma façon de penser. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Julien. Bonjour Jeanne. Comment vas-tu ? Eh bien ça va bien, c'était un peu la course aujourd'hui là, je suis content de pouvoir me poser avec toi. Super, on va discuter. Je vais te laisser te présenter quand même pour celles et ceux qui peut-être ne te connaissent pas encore. Eh ben, tu l'as dit, je m'appelle Julien, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi, qui date de 2017 et qui était l'idée de dépoussiérer ou en tout cas de dépasser une bonne fois pour toutes l'idée des petites actions, des petits gestes et de montrer à quel point on pouvait être ambitieux dans notre démarche écologique, éco-citoyenne même, puisque j'aime bien rattacher les questions de solidarité, les questions d'écologie intérieure aussi. Et du coup, ça m'a amené à vivre plein de choses. Il y a eu la création d'un site internet où aujourd'hui sont référencées plus de 400 actions. Il y a eu l'écriture de plusieurs livres dont le premier, Ça commence par moi, soyons un changement que nous voulons voir dans le monde. Plusieurs émissions, des vidéos avec Brut Nature. Enfin, j'ai fait plein de trucs et je continue à tirer ce fil qui est passionnant. Et aujourd'hui, j'anime un podcast qui s'appelle 2030 Glorieuse, puisque je me suis rendu compte que si, on va dire par éthique personnelle, se lever sur ses pieds d'éco-citoyen, se rendre compte qu'on avait un vrai pouvoir au-delà de notre pouvoir d'achat, c'était une première étape fondamentale. Ensuite, il faut savoir où on regarde pour marcher avec efficacité, avec stratégie. Et donc, je fais ce travail prospectiviste dans 2030 Glorieuse aujourd'hui. Génial, c'est un très bon podcast que je recommande d'ailleurs aux auditrices et aux auditeurs. Justement avec toi, aujourd'hui, j'avais envie qu'on fasse cet exercice de se plonger en 2030. C'est pas évident, c'est pas un exercice que j'ai forcément l'habitude de faire. Pour autant, je trouvais ça très intéressant d'essayer de se projeter. On en a besoin en ce moment, surtout après 2 années ou presque de pandémie. Est-ce que tu peux nous dire, selon toi, à quoi ressemblerait 2030 en matière d'éducation ? Pour commencer, on va cibler par thématique, ce sera un peu plus simple. Ouais, avant de dire où sera l'éducation en 2030, c'est pourquoi il est important de s'éduquer à 2030. J'ai fait une formation qui était passionnante qui a été cofondée par Mathieu Baudin. Mathieu Baudin, il est historien et lui, il dit même qu'il est futurologue. Il milite pour des cours de futur à l'école. Donc, tu vois, cette éducation au futur, elle est hyper importante parce qu'on regarde beaucoup dans le passé, mais on n'arrive pas à se projeter dans le futur. Et lui, il milite aussi pour un ministère du temps long, pour arriver à changer notre rapport au temps. Et donc, ce jeu de se réapproprier ces imaginaires en termes d'éducation, elle est hyper importante. Je fais pas ça seulement par plaisir, parce que même si c'est un énorme plaisir et que ça participe à mon bonheur et à mon bien-être, je fais ça aussi parce que travailler son imaginaire, c'est comme un muscle, c'est quelque chose qui mérite d'être fait avec plein de personnes différentes dans différents domaines et d'oser encore et encore élargir ses spectres pour arriver à faire en sorte que ce futur devienne une sorte d'aspirateur d'aimant
pour les actions de notre quotidien qui vont nous permettre de tendre vers ces utopies réalistes comme elles sont souvent appelées. Et donc typiquement en termes d'éducation, on le voit et c'est vraiment génial que tu partes avec cet exemple. Si on devait regarder les politiques en matière d'éducation des 10, 20, 30 dernières années, on verrait beaucoup d'allers-retours. On verrait peut-être une ligne assez chaotique qui s'en mêle, qui revient, qui est parfois en pointillé, qui termine presque comme un immense gribouillis, parce que on voit là en ce moment que le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, il est en train déjà de modifier des directives qu'il a pris pour cette année, même si en ce moment tout est compliqué. Et donc quand on lève la tête, à quoi on réfléchit en termes d'éducation et comment on arriverait à faire en sorte que l'éducation, elle participe non pas à formater, mais à former, à sublimer le potentiel qui est chacun d'entre nous et qui devrait, à mon sens, déjà reconnaître dans le système que l'objectif n'est pas de faire en sorte que les élèves sortent avec un tronc commun, une sorte de base qui fait qu'ils ont dû être lissés. C'est un peu, tu sais, ces films de Charlie Chaplin où tout le monde sort un peu de la même manière, mais qu'au contraire, on arrive à se rendre compte qu'on a plein d'intelligence. Il y a des études qui disent qu'il y a 5, 7, 9 formes d'intelligence. Nous, notre système éducatif, il met principalement en avant l'intelligence mathématique, et donc se rendre compte qu'il y a des intelligences musicales, artistiques, émotionnelles, etc., et d'arriver à faire en sorte que on révèle la vibration de chacun des élèves. Donc ça, ce serait à mon avis le premier postulat, se rendre compte de l'importance de l'éducation pour ça. Et ensuite, du coup, pour que chacun puisse révéler son potentiel, c'est d'organiser le maximum de temps, le maximum d'espace pour que les élèves soient en confrontation avec tout un tas d'expériences qui vont permettre d'aller voir là où ils sont le plus à l'aise, mais aussi de leur faire confiance dès le début. On reproche beaucoup en ce moment aux Français d'être des moutons, d'être des suiveurs, d'être des personnes à qui on a besoin de prendre la main pour avancer. Et on l'a beaucoup vu, on a été très infantilisés là avec la période de pandémie dans laquelle on est actuellement. Et je pense que ça passe parce que dans cette éducation, on nous a beaucoup infantilisés en fait. Et donc c'est à la fois recréer des espaces pour l'autonomie des enfants et à la fois faire en sorte que cette éducation, elle nous permette de rencontrer le maximum d'initiatives, de personnes pour qu'on puisse se frotter à tous ces personnages, à tous ces portraits et qu'on se dise de temps en temps « Waouh, j'aimerais vraiment y ressembler ». Et donc j'ai eu un épisode avec Marie Petit, qui est directrice et professeure d'école dans le Nord, à Roubaix, et elle milite et elle travaille et elle les met en place déjà des journées d'école dans la nature. Et donc elle organise des classes dans la nature. Alors il y a beaucoup d'écoles qui ont à minima des parcs, des jardins à proximité. L'idée d'aller faire ça et ensuite de pouvoir permettre une récré dans la nature sans avoir les cages de foot, le béton, ça participerait à un éveil des enfants et à une redistribution des cartes en plus, puisque souvent on se rend compte que la cour d'école elle est très sexualisé, si je peux le dire comme ça, genré en tout cas, avec du coup l'homme, le garçon au centre qui joue et les filles qui se mettent sur le côté. Et puis ensuite peut-être d'avoir de plus en plus de rencontres, d'arriver à refaire sortir les enfants de l'enclos de l'école pour aller les faire découvrir le métier, je dis n'importe quoi, d'agriculteur, d'ouvrier, électricien, artisan, je sais pas, menuisier, et puis comme ça de leur donner à voir tout un tas de métiers, de savoir-faire, de savoir-être différents qui pourraient, pourquoi pas, leur permettre d'avoir aussi des apprentissages artistique, historique, mathématique, mais directement sur le terrain, parce que tu travailles pas les mêmes mathématiques quand tu calcules la taille d'un champ et son ratio de productivité et les différentes organisations des cultures que quand tu le fais de manière, on va dire, très vague, très floue, très aérienne, quoi. Finalement aussi, d'une certaine façon, rendre leur futur plus concret en les mettant en échange direct avec des métiers, avec Absolument. Des univers, etc. C'est ce qui manque aussi à l'éducation aujourd'hui. En fait, si tu veux, le fil conducteur de toutes les interviews que j'ai en 2030 Glorieuse, c'est le lien. Et donc là, tu vois, à travers cette éducation où en fait, même les parents, on les laisse plus rentrer dans l'école, où les enfants sont très isolés, et ben en fait, on recréerait du lien avec la nature, parce que cette école dans la nature, parce que la nature qui reviendrait dans l'école avec une cour débétonisée, mais aussi du lien avec le quartier, du lien avec les professionnels, du lien avec peut-être d'autres temps citoyens,
enfin voilà, du lien avec la société en fait à laquelle ils appartiennent déjà et à laquelle ils vont appartenir. Peut-être aussi du lien à leur personne intérieure. Et là, c'est ce super documentaire où on met en avant le travail de l'association Sève, qui est les petits philosophes, si je dis pas le cercle des petits philosophes, si je dis pas de bêtises. Et là, c'est voilà aussi réussir à faire rentrer la méditation à l'école, parce que cette éducation, elle est souvent très extérieure sur les savoir-faire, mais assez peu sur les savoir-être. Et donc, par la méditation, avoir une porte d'entrée sur la gestion de nos émotions, la découverte de qui nous sommes, de comprendre pourquoi parfois on a de la frustration, de la colère, comment on peut non pas la fermer et y mettre un couvercle dessus, mais au contraire la caractériser, lui donner des couleurs pour apprendre à l'accompagner cette colère et à faire en sorte qu'elle puisse contribuer plutôt que de détruire ou de générer des tensions dans la société. Et une école qui serait égalitaire aussi, telle que tu l'as décrit, où tous les enfants dans la cour de récré auraient les mêmes chances, ce qui est sur le papier censé être le cas aujourd'hui en France, mais où on sait que, très bien par exemple sur cette connexion à la nature, aujourd'hui certains enfants ont la chance de pouvoir voyager avec leurs parents, faire des balades en forêt, etc. C'est pas le cas de tout le monde. Ce serait aussi essayer d'initier cet accès à la nature pour tous et toutes dès le plus jeune âge en fait. L'accès à la nature est effectivement dans ce cas-là plus égalitaire parce qu'en fait les enfants seraient pas en concurrence parce que le système de notation serait adapté à chacun et donc là en fonction des intelligences déjà on se rendrait compte que l'idée de dire tel enfant est plus intelligent que tel autre n'a pas lieu d'être en fait et plus égalitaire aussi parce que il faudrait réussir à plus faire rentrer les parents dans l'école et donc du coup se rendre compte aussi de là où les parents peuvent accompagner leurs enfants, de là où il faut organiser le système éducatif qui est à l'intérieur de l'école un peu différemment pour pouvoir aussi s'adapter au contexte familial qui est propre à chacun et sans jugement parce qu'en fait les parents transmettent pas les mêmes choses et n'ont pas la possibilité de transmettre les mêmes choses. Et puis au-delà de ça, c'est se rendre compte que l'éducation elle dépassera l'école parce que il y a des associations sportives culturelles qui peuvent du coup participer à former un enfant, à lui permettre d'évoluer. On dit que c'est tout un village qui participe à l'éducation d'un enfant, mais aussi parce que on se rend compte que l'éducation elle s'arrête pas le jour où on a le dernier diplôme qui nous permet ensuite d'aller travailler, mais que l'éducation elle doit être au cœur de nos vies toute la vie. Et c'est pour ça que moi je suis très content actuellement de faire l'effort chaque année de trouver une nouvelle formation. Ça peut être une formation à distance grâce au MOOC, mais aussi une formation avec tout un tas de structures qui permettent, je parlais de l'Institut des futurs souhaitables que j'ai suivi il y a 2-3 ans maintenant. L'année dernière j'ai fait ça avec Animacop qui forme à la coopération. L'année prochaine je sais pas encore ce qui m'attend, mais je trouve que se faire cet effort, ce travail de se dire que en fait, voilà, on n'est pas un produit fini une fois qu'on sort de notre cursus, quel qu'il soit, mais qu'on doit encore et encore et encore polir ce diamant que nous sommes. Ça me semble hyper intéressant aussi. C'est très intéressant ce que tu dis et ça permettrait aussi de se remettre un peu à la place de l'enfant, puisque aujourd'hui, en tant qu'adulte, on est quand même dans une position, dans la société en tout cas, où l'adulte sait et l'enfant est ignorant. Ça nous permettrait aussi de se remettre à la place de celui qui apprend, ce qui n'est pas évident. Absolument, et là, c'est une position d'humilité que nous, les adultes, on doit vraiment réussir à intégrer parce que plus globalement, en 2030 glorieuse, un autre défi conducteur que je vois passer à chaque fois, c'est la nécessité de remettre de l'humilité dans l'humanité. Je vais réussir à le dire. Et donc cette humilité, elle va nous permettre de reprendre notre place parmi la nature plutôt que de continuer à se voir un peu au-dessus, avec au mieux une condescendance de se dire il faut absolument que je protège la nature, qu'il faut que je sauve la Terre, sauve la planète qui en fait existait bien avant nous et existera bien après nous. Elle n'a pas de problème, la Terre. Et le rapport du GIEC d'ailleurs qui a fuité dit bien ça. Il dit que la biodiversité, le système Terre se remettra des désastres que nous participons à créer, mais que par contre l'humanité, ce sera plus compliqué. Donc voilà, cette humilité qui est hyper nécessaire et très enfantine puisque de temps en temps, on est très bien dans la position du sachant, ça nous fait du bien, ça nous valorise, ça nous permet de réapprendre aussi des savoirs que parfois on a intériorisés qu'à moitié, mais aussi dans la position de l'apprenant, c'est hyper nécessaire, t'as raison. Je pense qu'on s'en rend d'autant plus compte quand on accueille un enfant
dans notre vie et qu'on essaye de se replacer un petit peu à sa position où rien n'est adapté, rien n'est fait pour lui. Et finalement, je pense que en tant qu'adulte, en 2030, en tout cas moi, j'espère que, comme tu le disais, on aura tous l'envie d'apprendre, l'envie de se renseigner, l'envie de tisser du lien avec les autres. Et ça paraît un peu bête de dire ça comme ça, mais c'est vrai, en fait, ça nous manque aujourd'hui. Absolument, et en plus de ça, je pense que ça veut aussi dire qu'il va falloir revoir la position des différents âges, des différentes générations dans la société, parce que dans ce que tu dis, accueillir un enfant dans nos vies, moi ça me montre à quel point il y a une intuition qu'on muselle de plus en plus au fil des années qui passent. Et l'intuition enfantine, c'est une intuition que je dirais presque une intuition sauvage, une intuition primaire, primale, qu'il convient d'arriver à maintenir, à entretenir et à alimenter. Et ensuite, après, une sagesse qui vient au fur et à mesure des années et qu'on peut parfois aussi isoler avec les maisons de retraite et ce genre de choses qui sont un peu des mouroirs quand même de nos sociétés et qui mériteraient d'être reconnecté aux enfants. Il y a de plus en plus de villes qui, pour souci d'économie, mais pas que, font que les cantines municipales accueillent à la fois les jeunes et les plus anciens, mais aussi un système de crèche